L'idée, c'est justement de pouvoir faire un vrai virage stratégique et écologique. Comment le numérique peut être un allié pour les entreprises dans la transition écologique. On arrive à embarquer les gens avec la force des idées. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Climat en Action, le podcast BPI France qui donne la parole à des acteurs de la transition. Et aujourd'hui, je suis avec Benjamin Rambaud, cofondateur et dirigeant de Send2 Green, une start-up franco-marocaine spécialisée dans l'agriculture régénérative et plus précisément sur la revitalisation des terres dégradées pour renforcer la résilience de la production agricole tout en captant du carbone. Bonjour Benjamin et bienvenue sur le plateau. Bonjour Isabelle, merci pour l'invitation. Eh ben, grand plaisir. Alors, transformer le désert en sol fertile, ça c'est une grosse ambition, très atypique aussi. Et pourtant, les enjeux climatiques et écologiques poussent vraiment à innover dans ces territoires. C'est des territoires qui sont considérés comme difficiles. Donc Benjamin, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de lancer cette approche régénérative en plus dans des zones qui sont hyper hostiles? Et puis, comment tu concilies ça avec une viabilité économique? C'est parti d'un constat, c'est parti et notamment de la lecture des rapports du GIEC, Mhm. où ces rapports insistent sur deux points. Le premier, c'est que l'agriculture va avoir besoin de s'adapter très rapidement au changement climatique. L'agriculture d'hier et d'aujourd'hui, ce ne sera pas la même que celle de demain. On le voit avec des arrachages de vignes en Occitanie, où on plante du caroubier qui est plutôt endémique du nord de l'Afrique. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que l'agriculture, c'est un des premiers leviers d'action pour aller capter du carbone à l'échelle. Donc c'est fort de ces deux constats qu'on s'est dit avec mes associés, Gauthier et Wissal, ok, comment est-ce qu'on peut accompagner cette transition? Comment est-ce qu'on peut la faciliter? Comment est-ce qu'on peut construire les outils pour passer d'un consensus scientifique autour de l'agriculture régénérative à, ok, comment est-ce qu'on met concrètement en place? Et on s'est donc intéressé à l'agriculture régénérative, à notamment l'agroforesterie. On a été éplucher des protocoles scientifiques sur le sujet. Et on s'est dit, OK, peut-être que la première étape, c'est de tester ces protocoles. Et on a donc commencé à les tester, notamment dans le sud du Maroc, sur des terrains qui appartenaient à la famille Wissal, donc dans des conditions ultra complexes, avec un sol complètement compact, complètement mort, avec très peu de précipitations, avec des vents forts, des grosses chaleurs. Et donc, on a mis en place ces protocoles. On a eu des super résultats. On s'attendait concrètement pas à ça. Et Le but du protocole, pour ceux qui connaissent pas forcément, ça va être à partir d'un sol très pauvre que tu viens de décrire, d'essayer de créer quelque chose de beaucoup plus fertile, de lui apporter plus de nutriments, de petits vers de terre. c'est exactement ça. C'est aller comprendre ton environnement, savoir c'est quoi tu fais un diagnostic de ton environnement et te dire, OK, donc mon sol est mort, je vais essayer de le revitaliser. Comment est-ce que je fais? Je vais mettre de la matière organique, je vais mettre du biochar, du charbon végétal, pour favoriser l'hydrorétention, pour décompacter le sol. Ensuite, je vais utiliser la bonne combinaison de végétaux, de plantes intercalaires, d'arbres qui vont avoir des relations symbiotiques. Parce que c'est important de comprendre aussi que en fonction des espèces, il y en a qui s'entendent bien, il y en a qui, au contraire, s'entendent pas du tout. Ok. Et donc, c'est comprendre ces interactions-là et les tester sur le terrain. Et on a réussi, on a eu des super résultats. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un deuxième test dans des conditions encore plus compliquées avec cette fois-ci de l'eau saline, avec une salinité à 20 grammes. Et on a eu encore des super résultats. Et donc, on s'est dit, OK, on est en train de craquer un truc. Ce serait cool de voir pour accompagner d'autres acteurs à le faire. On a donc été démarcher des entreprises de l'agroalimentaire et en leur disant, regardez ce qu'on a réussi à faire. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à transitionner d'un modèle d'agriculture conventionnelle à un modèle d'agriculture régénérative? Il y en a qui nous ont fait confiance, on a eu encore des super résultats et on s'est dit, OK, comment est-ce que maintenant on passe à l'échelle? Et c'est pour ça qu'on en est venu à créer une plateforme pour utiliser la technologie pour aller scaler cette solution d'agriculture régénérative. Et c'est aujourd'hui ce qu'on vend, c'est à la fois notre expertise en tant que personne, mais aussi un accompagnement via une plateforme qui permet de modéliser toutes ces interactions et de diagnostiquer un environnement. Oui, donc il y a une super innovation, il faudra qu'on rentre plus dans le détail là-dessus. Et je vois que c'est ce qui te permet en fait d'avoir cette viabilité économique. C'est un modèle en plus avec cette valeur ajoutée tech, en plus de la gestion des sols. Exactement, sachant qu'on apporte un revenu supplémentaire qui est le revenu des crédits carbone, étant donné qu'aujourd'hui, quand les agriculteurs font des choses qui sont bonnes pour la biodiversité, pour la captation de carbone, ils peuvent être rémunérés pour cet apport. Et c'est un moyen, un mécanisme financier qui permet de financer cette transition d'une agriculture conventionnelle à une agriculture régénérative.
Oui, clairement, parce que le sol, ça stocke beaucoup de carbone quand il est assez propice. Donc, plus on stocke, mieux on se porte. Peut-être avant de replonger dans le projet, moi, j'aimerais bien qu'on découvre un peu ton parcours à toi. Comment t'es passé d'une sorte de réflexion à te dire, bah, c'est bon, là, je m'y mets, je passe à l'action. Comment ça, tu vois, t'es sorti avec Sand2 Green et tout de suite, tu t'es dit, OK, on se structure, on fait une idée complète d'écosystème. Alors là, je vois qu'il y a une démarche de on teste, ça marche. Mais c'est quand même autre chose de se dire je monte la boîte et puis je passe à l'échelle. Ouais, alors effectivement, ça a été, je pense, tout un processus de réflexion. Déjà, tout jeune, j'étais hyper intéressé par l'innovation, par faire les choses différemment. Je passais mon temps à démonter des trucs. Je savais pas les remonter, mais c'est pas grave, ça me permettait d'apprendre. Ensuite, quand j'étais en école de commerce, j'ai rejoint une association d'entrepreneuriat social et environnemental qui s'appelle Enactus, qui est Ouais. présente dans 35 pays. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de représenter la France à la World Cup qui se passait à Beijing. Donc, c'était hyper entraînant, c'était super formateur. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en innovation, pour une entreprise qui accompagnait d'autres entreprises, des grands groupes, à innover à travers des challenges d'open innovation, des hackathons. Et j'ai notamment eu la chance d'aller ouvrir en Amérique du Nord des bureaux pour eux. Et là, je me suis retrouvé en conflit avec un peu mes valeurs parce que j'étais amené à aller faire des rendez-vous, 1 heure de rendez-vous, et pour ça, je devais faire 10 heures d'avion aller-retour. Mm. Et en parallèle, j'ai sensibilisé énormément à la cause environnementale, notamment par le prisme de Jean-Marc Jancovici, à travers ses différentes interviews, mais aussi en parcourant tous les cours qu'il donne aux mines et qu'il met en ligne. Et donc là, je suis arrivé sur un conflit de valeurs, et je savais que j'avais mis le doigt dans l'engrenage et que jamais j'arriverais à en ressortir. Et j'ai donc décidé de quitter mon boulot pour aller fonder Sand2 Green avec mes 2 associés, Gauthier et Wissal. Ok, donc vraiment un engagement qui s'est construit au fil du temps, mais que tu as pu tester à la fois sur le terrain et puis une vraie volonté de démarrer. Euh, Comment tu te dis, ça va plutôt être les sols, le vivant, l'écosystème, parce que c'est pas forcément ce que tu avais fait avant. Mhm. Et tu dis que tu faisais de l'innovation, c'est là que tu as le déclic de te dire, ça c'est un sujet qui m'intéresse, j'aime bien aussi l'innovation, je mélange les deux, ou par un peu hasard, tu te rends compte qu'il y a des sols qui sont pas du tout en bon état. Alors, je suis rentré vraiment dans ce prisme-là par, OK, comment est-ce que je peux avoir un impact maximal sur la captation carbone? Et j'avais le choix, soit l'énergie, soit plutôt tout ce qui était agri-agro. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours de réflexion 2 personnes qui sont passées par AgroParisTech, donc mes 2 associés aujourd'hui, Mhm. et qui voilà, m'ont aidé à travailler un peu cette idée que j'avais, et qui sont devenus mes associés au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment une réflexion de se dire, OK, comment est-ce que je peux avoir un impact maximal? Et aussi, comment est-ce que... j'ai toujours été fasciné par la nature, et notamment en Amérique du Nord, je passais mon temps à aller dans ces grands espaces complètement vierges de tout impact humain. Et j'adorais cette relation à la nature. Et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire cohabiter intelligemment l'homme et la nature? Et il y a plein de modèles qui existent où la nature survivrait pas sans l'homme, et l'homme survivrait pas sans la nature. Et donc, c'est ces modèles-là que j'essaie de répliquer. Et comment vous êtes passé du coup à l'échelle? Ou vous continuez de passer à l'échelle? Alors ça, c'est vraiment été le truc peut-être le plus compliqué. C'était de se dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à scaler, comment est-ce qu'on arrive à hacker le truc? Parce ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'agriculture de régénération, c'est une agriculture qui est basée sur un environnement. C'est-à-dire qu'on peut prendre 2 fermes qui vont être distantes de 5 kilomètres. Elles vont toutes les 2 faire des pratiques agricoles régénératives, mais complètement différentes, parce qu'elles vont avoir un environnement différent. Elles vont pas avoir la même topographie de terrain, elles vont pas forcément avoir le même sol. Et donc, c'est hyper compliqué de se dire comment est-ce qu'on scale quelque chose qui peut pas être standardisé. L'agriculture conventionnelle qu'on pratique aujourd'hui, elle est standardisée. C'est la même un peu partout. On a enlevé tous les bosquets, on a enlevé tous les arbres, et on fait passer les mêmes machines, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. L'agriculture régénérative, c'est vraiment adapté à son environnement. Et donc, c'est là où c'était hyper intéressant pour nous de tester dans un premier temps sur le terrain, avant de se poser la question de comment est-ce qu'on va scaler. Et on a réussi à craquer le modèle en notamment utilisant la technologie. Aujourd'hui, à travers la plateforme, on a 3 briques distinctes. Et la première, c'est vraiment le diagnostic. C'est un peu comme si, avant d'aller chez le médecin, on te demandait de faire une prise de sang pour analyser un peu les différentes variables de ton corps. Ok. Nous, on utilise la technologie pour analyser un environnement.
Et ensuite, en fonction de cette analyse, on est en capacité d'automatiser les recommandations. C'est-à-dire, ton sol va avoir un pH d'autant, peut-être qu'il est trop alcalin ou trop acidique, et du coup, on va régler cette acidité avec du biochar ou d'autres éléments biologiques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler, c'est-à-dire que la technologie, elle vient faire ce diagnostic automatique et automatiser les recommandations en fonction de cet environnement. Ok, effectivement, gros défi, puisque du coup, chaque sol est différent et donc il faut pouvoir s'adapter à chaque fois. Alors, je vois que le temps tourne, donc moi, je te propose qu'on passe à un petit jeu qui serait un petit vrai ou faux pour la startup. Donc, super simple. Moi, je te donne des vrais ou faux sur l'agroforesterie et puis tu me réponds ce que tu en penses. Alors, vrai ou faux, agroforesterie, ça signifie simplement planter beaucoup d'arbres. Faux, c'est planter intelligemment et donc c'est travailler sur les synergies entre les arbres, les plantes, le sol. Et donc c'est bien plus complexe que ça, mais du coup bien plus intéressant. Vrai ou faux, l'eau saumâtre, donc légèrement salée, donc, qui est évoquée tout à l'heure, peut être utilisée pour irriguer de manière durable dans le désert. Vrai. Vrai et par contre il faut bien choisir ses plantes. Il faut choisir des plantes qu'on appelle des plantes halophytes. Et c'est des plantes qui vont tolérer bien le sel et qui vont stocker le sel dans leur biomasse. La plus connue, c'est la salicorne qu'on peut consommer, mais il y en a plein d'autres. Et donc, qui vont utiliser leur super pouvoir de plantes halophytes pour aller stocker ce sel dans la biomasse. Et nous, on utilise donc cette eau qui autrement serait pas utilisable pour l'agriculture pour faire de la biomasse à travers ces plantes halophytes qu'on vient couper derrière pour extraire donc du système le sel. Et donc, comment ça va se passer? Tu prends une certaine parcelle où tu dis là, on va mettre eau salée versus une parcelle un peu plus loin où tu mettras eau douce et... Exactement, et c'est important de pas mélanger parce que t'as pas envie de contaminer ton sol et t'as envie de contrôler vraiment bien la salinité de ton sol pour qu'il arrive à un équilibre. Et il faut travailler donc les différents protocoles, c'est-à-dire que tu vas pas juste choisir les bonnes plantes, il faut aussi que tu viennes faire de l'amendement du sol avec de la manure, avec du biochar, travailler aussi sur les mycorhizes parce que l'interaction... mycorhizes ? Les mycorhizes, donc c'est les champignons qui vont se développer au niveau des racines et qui vont permettre cet échange entre le sol et les plantes. Et c'est hyper intéressant de voir que tu as des bactéries et des mycorhizes qui vont être différents en fonction de ton milieu. Et c'est là-dessus aussi qu'on travaille. C'est passionnant. Ah oui, je vois ça. J'ai envie vraiment d'en savoir plus. Alors, vrai ou faux, la culture intercalaire, tu mentionnais aussi tout à l'heure, consiste à associer et intercaler plusieurs espèces végétales pour optimiser la fertilité des sols. Exactement, optimiser la fertilité des sols, couvrir au maximum, donc pour éviter que le soleil tape directement sur un sol nu, parce que ça va le dégrader. Donc c'est vraiment garder un couvert végétal partout sur le sol. Et en fonction de tes objectifs, tu peux choisir tel ou tel couvert végétal. Par exemple, sur des allées d'arbres, en intercalaire, souvent on va mettre des plantes qui vont être des légumineuses, qui vont permettre de stocker de l'azote dans le sol. Tu peux aussi faire du fourrage, où tu vas venir faire passer des bêtes dans cet hectare qui vont permettre aussi d'augmenter la fertilité du sol. Donc tu as plein de cultures intercalaires différentes. Et l'idée, c'est surtout que ça évite d'appauvrir le sol pendant le temps où on... Exactement. Ok, alors vrai ou faux, le dessalement de l'eau de mer est une technologie incompatible avec les zones arides parce que c'est trop élevé en coût énergétique. Alors, non, c'est pas vrai. Par contre, il faut quand même dire que le dessalement va avoir deux effets un peu négatifs. C'est que, c'est assez coûteux en termes d'énergie. Ouais. C'est pour ça que nous, quand on fait du dessalement, on fait du dessalement solaire. Et deuxième chose, c'est que quand tu fais rentrer dans ta machine 2 litres d'eau, tu vas ressortir avec 1 litre d'eau sans sel, donc complètement pure, et 1 litre d'eau 2 fois plus salée qu'en entrant. C'est ce qu'on appelle la saumure. Nous, cette saumure, on la retraite avec des plantes halophytes pour faire de la biomasse, pour faire du fourrage pour les animaux, etc. Donc, le dessalement d'eau de mer, c'est pas la solution miracle. Et c'est important de se dire ça. C'est que c'est un moyen pour aller recréer des écosystèmes, pour aller régénérer des écosystèmes et les rendre plus autonomes. Donc voilà, il faut pas voir ça comme une solution à tous les problèmes, mais plutôt comme un moyen d'arriver à une solution. Et sachant que ce que tu dis, c'est qu'il faut à chaque fois penser à ce que tu vas faire de la partie saumure, parce que sinon tu utilises que l'eau potable, mais en fait tu as perdu la moitié. Exactement. Donc c'est peut-être pas valoriser les déchets. Ouais, mais bon, il faut savoir trouver où est-ce que tu vas mettre tout ce sel. Donc là, je comprends qu'il y a certaines plantes où ça marche. J'espère qu'il y en a beaucoup, parce qu'à mon avis, on va en créer beaucoup. Vrai ou faux, le compost et les engrais verts, c'est des méthodes traditionnelles qui sont capables d'aider dans ces projets de régénération, et c'est plutôt à grande échelle.
Alors oui, oui, c'est même des méthodes indispensables qui permettent d'aller enrichir les sols, que ce soit avec de la matière organique issue du compostage ou des animaux, et les engrais verts. Donc c'est choisir les bonnes plantes qui vont aller, comme on disait, stocker de l'azote dans le sol pour la famille des fabacées, des légumineuses, ou pour aller décompacter le sol. Il va avoir plein de super pouvoirs différents et c'est important de choisir la bonne plante pour ton objectif et ton environnement. Ça va être quoi, par exemple? Donc, un engrais vert, c'est vraiment, je mets une plante particulière qui, elle, fixe l'azote, ou tu t'es obligé quand même de rajouter quelques produits différents? Alors non, nous, on va faire un mix de différentes plantes, c'est-à-dire on va mettre 30% de fabacées, typiquement, dans les plantes intercalaires qui, elles, vont fixer de l'azote. On va en mettre d'autres qui vont permettre de décompacter ou au contraire qui vont avoir un système racinaire qui vont permettre de favoriser l'hydrorétention parce que souvent, quand tu es dans le désert ou dans les zones arides, tu as très peu d'hydrorétention au niveau du sol. Donc, Oui, tout soit s'écoule, soit exactement. ça fixe. Soit quand il pleut, tu vas avoir ton sol qui s'érode. Et l'idée, c'est vraiment de recréer cet humus, recréer ces écosystèmes à travers la bonne combinaison intelligente des plantes. Ok, c'est là que ça devient plus complexe parce qu'à mon avis, l'engrais, on a souvent en tête quelque chose qu'on vaporise comme ça, alors qu'en fait, on peut l'avoir via ces différentes plantes, mais une combinaison, Exactement. celle qui attrape, celle qui stocke et celle qui ensuite décompresse, enfin en tout cas les diffuse ailleurs. Et après, on peut faire du chop and drop, donc du paillage où on coupe, on laisse sur place se décomposer la matière organique. Ça, c'est une fois que tu as récupéré toutes tes plantes? Une fois que tes plantes ont bien poussé, tu as des périodes où tu dis à ce moment-là, il faut la couper. Comme ça va permettre de laisser ça en termes de paillage sur le sol, qui va permettre ensuite de se décomposer, créer de l'humus et recréer un cycle vertueux où tu recrées de la terre, du sol. Et ça, c'est incroyable. Ok, bon, du coup, j'arrive à visualiser un petit peu tout le processus là. Euh, Qu'est-ce que, enfin, tu vois, sur Santo Green, là, on a à la fois du terrain, on a à la fois de la science, de la tech. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à quelque chose d'aussi complet, un triptyque assez complexe même? Yes. Alors, pour nous, on a un triptyque qui est vraiment science, terrain et ensuite technologie. Parce que c'est la seule façon d'aller scaler l'agriculture de régénération. La science, parce que tout protocole qu'on établit, toute méthode qu'on développe doit être basée sur la science. On a des scientifiques dans l'équipe, on travaille avec les meilleurs instituts scientifiques au monde sur ces sujets agri-agro. Et l'idée, c'est non seulement d'aller éplucher les études qui existent, d'aller extraire des données, d'aller extraire des modèles et de les mettre dans notre plateforme. C'est aussi d'aller réaliser des tests en laboratoire quand il n'y a pas la littérature review qui a été suffisante pour aller extraire ces données. On peut aussi nous-mêmes tester en laboratoire les différents protocoles. Donc c'est vraiment le socle même de ce qu'on développe. Ensuite, on vient tester sur le terrain. Parce que des fois, en laboratoire, ça marche bien, et dans le terrain, dans la réalité, économiquement, ça fait pas forcément sens. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi cet aspect agronomique mais économique qu'on vient combiner ensemble. Et une fois que les deux ont été validés, on va ensuite mettre ça dans la plateforme et qui va permettre de dire dans tel terrain, il faut avoir tel mix de biochar, tel mix de fabacées, tel mix de culture intercalaire, tel mix d'arbres parce qu'il y a de la symbiose, etc. Donc c'est vraiment ce triptyque et la technologie arrive en dernier parce que c'est pas la solution. Et c'est important de le comprendre, c'est que la technologie, elle est là pour scaler une solution, pour scaler l'agriculture de régénération. Et ça, il ne faut pas être technosolutionniste, mais il faut vraiment utiliser la technologie pour aller mettre à disposition de tout le monde ces protocoles d'études scientifiques, etc. Oui, c'est un moyen de passer à l'échelle, donc c'est vraiment un moyen. Exact. Et là, pour l'instant, vous faites sur des milieux hostiles, type le désert, mais est-ce que ça pourrait, du coup, se généraliser à plus de typologies de sol, finalement, vu ce que tu me dis Oui, et c'est tout l'intérêt. C'est vraiment de commencer par des zones arides, semi-arides, parce qu'on voit très rapidement l'impact qu'on a. Et ça se voit en l'espace de quelques semaines. Les écosystèmes qu'on arrive à recréer, c'est assez magnifique. Mais c'est aussi parce que c'est plus facile de modéliser. Il y a moins de types de sols différents. Ok. Il y a moins de variables à prendre en compte. Et donc, mathématiquement, dans la formule, il y a moins d'éléments. Donc, c'est à la fois plus compliqué à mettre en place, mais plus facile à modéliser pour derrière aller le scaler. Ok, sachant que donc là, vous avez commencé avec quelques milliers d'hectares dans le sud du Maroc, si je me rappelle bien, et vous avez des ambitions d'extension à plusieurs milliers d'hectares. Quels vont être les principaux obstacles à franchir J'imagine qu'il faut du financement, de la recherche, des partenaires. Comment ça va se passer?
Alors, je dirais que vraiment le principal obstacle, c'est faire changer les mentalités. Ok. Parce que depuis les années 1950, on fait une agriculture conventionnelle qui est hautement mécanisée. On a transformé les industries du char en industries du tracteur, donc des grosses machines qui viennent compacter le sol et le détruire. On a transformé les industries du gaz en industries chimiques pour l'agriculture. Et ça répondait à un besoin à ce moment-là, c'était nourrir une population qui explosait très rapidement. Donc on va pas acheter la pierre et on ne savait pas forcément les effets négatifs que ça aurait. Aujourd'hui, on est en train de se dire, ok, donc on ne peut pas continuer cette agriculture qui dégrade les sols et qui met en péril la production alimentaire de demain. Donc on est en train de basculer vers l'agriculture de régénération. Mais ce basculement, il n'est pas assez rapide. Ce changement de mentalité, il n'est pas assez rapide. Et c'est ça peut-être le principal frein à l'adoption massive de cette agriculture de régénération. Ensuite, effectivement, viennent aussi les questions de partenariat sur place dans les différents pays dans lesquels on se développe et également la question de financement. Est-ce que tu vois des zones où justement ce basculement vers l'agriculture régénérative, il pourrait se faire plus vite, c'est-à-dire que les mentalités sont plus prêtes à changer, ou à l'inverse, tu as des endroits où tu as des mécanismes qui en fait financiers ou peut-être incitatifs qui bloquent le changement parce que je refais comme ça, mais comme tu as tout intérêt, puisque tu es financé par la même méthode depuis toujours, alors tu as du mal à changer d'autant plus. Alors généralement, là où c'est adopté le plus rapidement, c'est dans les pays où il y a plus de problèmes, et notamment suite au changement climatique. On travaille beaucoup en Afrique et notamment au Maroc, et on voit qu'il y a vraiment un engouement sur l'agroécologie, l'agriculture de régénération, l'agroforesterie, parce qu'ils se retrouvent dans des environnements de plus en plus complexes. Et ils sont au courant que ils peuvent pas continuer comme ça. À titre d'exemple, on a un client qui nous appelle et nous dit moi j'ai un problème, c'est que j'ai des oliviers et je fais de la fertigation, donc c'est-à-dire que t'irrigues en faisant passer également des éléments enfin des fertilisants dans l'irrigation, sauf que son sol est complètement mort et donc il n'y a plus d'interaction entre le sol et l'arbre. Et il me dit, je suis en train de perdre toutes mes récoltes à cause de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à revitaliser mon sol, remettre de la vie dans le sol? Et c'est parce que justement, ils sont confrontés à ces problèmes et ils se rendent compte que l'agriculture conventionnelle ne peut pas répondre à ces problèmes, qu'ils sont obligés de shifter très rapidement. Et donc, plus on est dans un environnement complexe, on peut voir notamment dans le sud de la France, en Occitanie, c'est vraiment une terre un laboratoire pour l'agriculture régénérative. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de problèmes d'eau, ils ont énormément de problèmes sur leur sol. Et dans ce genre de cas, combien de temps ça va mettre pour passer d'une agriculture conventionnelle à régénérative? Parce que j'imagine, tu arrives et on rase tout, on change tout? Alors non, on s'adapte sur l'existant. C'est-à-dire, tu arrives, tu me dis: «J'ai, voilà, des oliviers», je vais te dire: «OK, on va pas tout enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler autour. On va travailler sur les synergies, on va travailler sur ton sol, on va travailler sur les cultures intercalaires, on va voir potentiellement pour faire du sylvopastoralisme, donc inclure des animaux dedans si ça peut, accompagner». Sur une autre exploitation d'oliviers, ils avaient des problèmes au niveau des insectes. Il a juste fallu conseiller d'aller mettre des poules dedans qui mangeaient les larves qui tombaient au sol et ça a résolu leur problème. Donc non, on s'adapte à l'existant. L'idée, c'est pas de tout bouleverser, c'est vraiment de faire de fine-tuner, de faire des petites modifications qui vont permettre de résoudre leurs problèmes. Et en termes de temps, du coup, ça dépend probablement des endroits, mais une estimation, ça se compte Ouais. en mois, on compte en années? Alors, c'est plutôt en année et plutôt en cycle. Et généralement, on voit les premiers résultats au bout du premier cycle d'un an et on voit vraiment une augmentation très très significative en 2-3 ans. Nous, on va venir monitorer les sols aussi. On a une brique monitoring sur notre logiciel qui permet de voilà, essayer de quantifier l'amélioration, le delta qu'on va avoir entre l'état T0 et l'état T+1 où on a pu mettre en place ces pratiques régénératives. Ok. Et au-delà du Maroc, il me semble que tu fais aussi, vous partez sur d'autres pays qui vont être la Mauritanie, le Sénégal, l'Égypte, voire même peut-être plus loin aux US, au Mexique. Comment tu vois s'adapter le modèle en fonction des géographies? Alors, et c'est là où la tech c'est intéressant, c'est que ça permet d'aller diagnostiquer à travers le monde n'importe quel environnement. C'est-à-dire que si demain tu me dis Isabelle, j'ai ce champ-là en Amérique du Nord, je peux te dire en l'espace de même pas 30 secondes quel est ton pH, quelle est ta densité de sol, quelle est ta topographie, si tu as un peu de pente pour faire ce qu'on appelle du water harvesting, quelles vont être tes conditions pédoclimatiques d'aujourd'hui mais aussi celles de demain. Et donc en faisant ce diagnostic derrière, on va te dire
ok, voici les espèces qui fit bien dans cet environnement. Et ça, c'est assez magique parce que, à titre d'exemple, il y a 500 types d'eucalyptus différents. Si tu me dis je veux planter de l'eucalyptus, je vais dire ok, mais est-ce que Waouh. tu sais lequel correspond à ton environnement? Et il y a Non, c'est rien. OK, oui, et je pense qu'il y a aucun cerveau aujourd'hui qui, en l'espace de 30 secondes, peut te donner la réponse. Mais c'est là où c'est intéressant d'utiliser des algos qui vont pouvoir comparer ton diagnostic de site avec des bases de données et te dire dans tel environnement, tu vas avoir ça, ça, ça et ça qui vont bien fitter. Donc c'est ça qui nous permet de scaler. Et ce qu'on a rajouté derrière, et ce qui est hyper important pour nous, c'est qu'on va tester l'endémicité de l'espèce dans le pays. C'est-à-dire qu'on croise ça avec une autre base de données qui va vérifier les occurrences de cette espèce dans le pays, pour être certain de ne pas ramener d'espèces qui n'ont jamais été observées dans ce pays-là. Et donc c'est comme ça qu'on peut scaler à travers les différentes zones géographiques sans aller détruire d'écosystèmes, tout en s'adaptant justement à cet environnement. Oui, parce que c'est pas fou si on introduit une espèce qui est pas là, qui commence à être en fait invasive ou qui s'adapte pas bien au milieu et ne peut pas créer ces interactions. Ok, donc là en fait on a envie que tu ailles le faire partout. Ouais, nous aussi on a envie de le faire partout et c'est pour ça que voilà, on s'est dit ok, on va pas pouvoir être des super consultants, être présents dans tous les pays du monde, etc. pour le faire. Il faut utiliser le digital, il faut utiliser la technologie pour le rendre accessible à tout le monde. Et on a envie que ce soit accessible depuis pour les grands fermiers sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares, jusqu'aux petits fermiers. Et c'est pour ça que nous on vend aussi notre solution à des cabinets d'experts agronomiques, à des NGO qui vont accompagner et vont avoir des outils à la décision pour accompagner ces fermiers et leur dire, sur les 500 espèces d'eucalyptus, il y en a 3 qui sont super bien adaptées à ton pays et que tu peux combiner avec ça, ça, ça et ça en l'espace de quelques secondes et ça t'aide à faire ton travail de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus orienté données et utiliser la technologie pour promouvoir les solutions basées sur la nature. J'adore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour d'ici, je sais pas, 2030, 2035? Alors, d'ici 2030-2035, si j'avais 2 souhaits, le premier, ce serait d'être vraiment, d'avoir la plus grosse base de données sur les solutions basées sur la nature. De connaître toutes les interactions symbiotiques entre les espèces, de connaître toutes les interactions entre sol-plante, plante-arbre, arbre-sol, et d'être capable de les modéliser pour éviter de faire des erreurs, pour promouvoir ces solutions basées sur la nature et pour être le plus efficace quand on fait des projets régénératifs. Et peut-être le deuxième souhait, ce serait de réussir à récompenser chaque personne qui va faire du bien à la biodiversité, qui va aller capter du carbone, qui va aller produire de la nourriture de qualité, parce que je trouve ça assez dommage qu'il y ait des fermiers qui font les choses vraiment de la meilleure manière possible et qui ne soient pas forcément récompensés pour le service systémique qu'ils nous rendent à nous tous en ayant une agriculture qui soit beaucoup plus régénérative. Parce que ça prend trop de temps ou parce qu'économiquement, c'est pas toujours si simple que ça en termes de récompense? Tu penses à quoi? Ou même de la société? Je pense notamment au crédit carbone et c'est un mécanisme financier qui est incroyable parce que ça permet de faire ces récompenses. Mais aujourd'hui, c'est un mécanisme financier qui est uniquement accessible aux gros projets parce que tu as des grosses barrières du style ça coûte à peu près 40 000 euros pour faire certifier un projet parce que ça prend du temps, parce qu'administrativement, c'est très très compliqué. Et encore une fois, là, c'est notre objectif sur un peu plus long terme, c'est d'utiliser cette technologie et toutes les données qu'on arrive à agréger pour aller rendre ces crédits carbone accessibles à tout le monde, et même aux plus petits fermiers qui sont vraiment ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Ok, je vois mieux. C'est franchement super inspirant. Est-ce que tu aurais peut-être une recommandation de livre, de vidéo, de podcast sur ce sujet? Alors oui, sur les livres, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Un classique, je pense que tout le monde connaît, c'est Sapiens de Yuval Harari, qui permet vraiment de comprendre un peu comment notre société s'est constituée et pouvoir aussi déconstruire certaines choses pour mieux les reconstruire. Un peu comme quand j'étais petit, où je déconstruisais un peu tout. Et le deuxième qui m'a beaucoup inspiré, qui est un livre écrit par un Américain, Ernest Callenbach, dans les années 70, qui s'appelle Ecotopia. Et c'est vraiment un visionnaire parce que il écrit déjà dans les années 70 sur une Amérique, notamment une Amérique de l'Ouest qui a fait sécession avec le reste des États-Unis et qui s'est complètement donc séparé et isolé et qui a repensé toute sa société
autour de son environnement social, son environnement biodiversité, tout ça pour avoir un bien-être social et vivre de manière beaucoup plus durable. Et donc, c'est l'histoire d'un journaliste qui arrive dans cet environnement 20 ans plus tard, après qu'ils aient fait ces sessions, et qui relate un peu tous les faits. Et ça nous montre à quel point les modèles qu'on a aujourd'hui ne sont pas des modèles immuables, qu'on peut les changer, qu'on peut les améliorer et qu'il ne faut pas qu'on soit prisonnier de notre passé. Waouh, je note parce que super inspirant comme recommandation aussi. Moi, j'avais en tête la vidéo là, qui a été récemment faite par le Green Letter Club avec Marc-André Sellos, grand ponte des sols, qui s'appelle Pourquoi les sols vont changer nos vies. Évidemment, ils changent nos vies et tu le vois au quotidien. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment passionnant. Transformer le désert en source de vie, c'est un défi, c'est innovant, c'est porteur de beaucoup d'espoir. Et puis, tu le portes aussi avec beaucoup d'espoir. Ça nous rappelle une capacité humaine à aller vraiment dans le positif, à inventer des solutions en harmonie avec la nature. Et donc, merci encore. Merci à toi Isabelle. Et puis à très vite pour un prochain épisode de Climat en Action.